Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir en français sur Télé Liban. Le Koweït renouvelle son appui au Liban face aux défis sécuritaires. En visite officielle à Beyrouth, le premier vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur du Koweït, Cheikh Fahad Youssef Al-Sabbah, a exprimé le soutien indéfectible de son pays au Liban. Reçu par le président de la République, Joseph Aoun, et le président du Parlement, Nabih Berri, le responsable koweïtien a réaffirmé la solidité des relations bilatérales tout en évoquant les questions sécuritaires et le dossier sensible du désarmement. Le Koweït reste aux côtés du Liban en toutes circonstances. Nous avons abordé les questions sécuritaires et les moyens de renforcer notre partenariat à tous les niveaux, a affirmé Al-Sabbah. Il a également insisté, le Liban restera le Liban. La question des armes sera bientôt résolue. Le temps n'est plus à l'attente. Réforme ou effondrement. C'est le message qu'a lancé l'ambassadeur de France à Beyrouth, Hervé Magro, à l'occasion de la fête nationale française. Un message clair au peuple libanais. Tout en réaffirmant le soutien indéfectible de Paris, il a mis en garde contre l'immobilisme politique et l'absence de décision souveraine sur les grandes questions nationales. Le diplomate appelle les Libanais à saisir l'opportunité du nouveau contexte institutionnel pour relancer la reconstruction de l'État, faute de quoi le réel rattrapera le pays et les bailleurs de fonds pourront bientôt tourner leur attention vers la Syrie. Magro l'a bien souligné, l'heure n'est plus à l'attente mais à l'action. Dans une interview accordée à L'Orient le Jour et à Nahar, le diplomate a averti que l'immobilisme à Beyrouth pourrait coûter cher. Si les efforts de paix se figent, c'est le réel qui viendra se battre avec le Liban, dit-il. Selon Magro, la communauté internationale est prête à soutenir la relance du pays, à condition que les Libanais prennent leurs responsabilités. La priorité, des réformes, un accord avec le FMI et une reprise en main de la souveraineté. Il souligne l'alignement franco-américain autour d'une même feuille de route, notamment sur le désarmement du Hezbollah, la trêve au sud et le rôle de la finule. De violents affrontements ont éclaté à Souaïda, ville du sud syrien à majorité druze, entre tribus bédouines et combattants locaux, faisant au moins 90 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les tensions communautaires ravivées après la chute du régime Assad menacent une région déjà fragilisée par des années de conflit. Une flambée de violence secoue à nouveau le sud de la Syrie. La ville de Souaïda, fief historique de la communauté druze, a été le théâtre d'affrontements meurtriers entre tribus bédouines et combattants locaux. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces affrontements ont fait au moins 89 morts, auxquels s'ajoute une cinquantaine de blessés. Des échanges de tirs nourris et des obus ont secoué le quartier de Makous, à l'est de la ville. Les autorités syriennes ont immédiatement fermé la route stratégique reliant Damas à Souaïda et dépêché des renforts pour tenter de contenir la situation. Le gouverneur de la province, Mustafa Al-Bakour, a lancé un appel au calme, tout comme plusieurs notables druzes, redoutant une escalade incontrôlable. Cette flambée de violence survient quelques mois après la chute du régime Assad, laissant place à de nouvelles autorités islamistes. Depuis, l'avenir des minorités, notamment les druzes, demeure incertain. En avril et mai dernier, des affrontements similaires entre forces de sécurité et groupes armés druzes avaient déjà causé plusieurs dizaines de morts. Des accords avaient alors permis un fragile retour au calme. Avec une population de 700 000 habitants, la province de Souaïda reste un symbole de diversité en Syrie. Mais les tensions entre factions druzes et tribus bédouines, longtemps sous-jacentes, refont surface avec inquiétude. Alors que la Syrie tente de se reconstruire, Souaïda rappelle à quel point la paix reste fragile et à quel prix. Alors que les négociations de cessez-le-feu piétinent à Doha, les bombardements israéliens se sont intensifiés dans la bande de Gaza, faisant 43 morts dont des femmes et des enfants. Donald Trump affirme qu'un règlement est proche, tandis que l'ONU alerte sur une crise humanitaire aggravée par la pénurie de carburant. Encore une journée sanglante à Gaza.
Une cinquantaine de Palestiniens ont été tués lors de raids israéliens selon la défense civile locale. Des frappes ont visé un marché à Gazaville, un camp de déplacés à Al-Bawassi et un point de distribution d'eau à Nusayrat où 10 enfants auraient péri. L'armée israélienne affirme avoir visé un membre du djihad islamique, mais admet une erreur technique ayant entraîné des victimes civiles. À l'hôpital Al-Aqsa de Deir el-Balah, les familles pleurent leur mort. Là, on répète sans cesse: arrêtez la guerre, ça suffit, il ne nous reste plus rien. La situation humanitaire s'aggrave, l'ONU alerte sur une pénurie de carburant critique. 150 000 litres seulement ont pu entrer ces derniers jours, alors qu'il en faut 275 000 quotidiennement. Sur le plan diplomatique, les négociations à Doha sont dans l'impasse. Chaque camp accuse l'autre de bloquer le processus. Pourtant, Donald Trump se veut optimiste. Nous discutons sur Gaza et nous espérons que ce sera réglé la semaine prochaine. Mais sur le terrain, la guerre continue. Le bilan s'élève désormais à plus de 58 000 morts côté palestinien, selon les autorités de Gaza, et 1219 victimes israéliennes depuis le 7 octobre 2023. Téhéran a confirmé qu'aucune rencontre n'était encore programmée avec les États-Unis pour reprendre les négociations sur son programme nucléaire, tout en réaffirmant sa volonté de dialogue. Les tensions restent vives après les frappes israélo-américaines de juin contre des installations iraniennes et la riposte de Téhéran dans un climat régional explosif. L'espoir d'une reprise du dialogue nucléaire entre l'Iran et les États-Unis s'éloigne, du moins pour l'instant. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Bagaï, a déclaré qu'aucune date, ni lieu, ni heure n'était fixée pour une rencontre bilatérale avec les États-Unis sur le nucléaire. Depuis avril, 5 cycles de négociations avaient été organisés via Oman, mais le processus s'est brutalement interrompu après une attaque surprise d'Israël le 13 juin, suivie de 12 jours de guerre entre les deux ennemis jurés. Selon Téhéran, les États-Unis auraient participé aux frappes visant plusieurs sites stratégiques dans Fordo, Natanz et Asfahan, tous liés au programme nucléaire iranien. Des actes qualifiés par l'Iran de violation flagrante du droit international. Malgré des dégâts encore mal évalués, les tensions sont à leur comble. Téhéran a riposté par des tirs de missiles et de drones contre Israël, affirmant son droit à se défendre. Pour Washington et Tel Aviv, l'objectif est clair: empêcher l'Iran d'accéder à l'arme nucléaire. Pourtant, la République islamique dément toute visée militaire, affirmant enrichir l'uranium à des fins civiles. Mais l'Agence internationale de l'énergie atomique rappelle: Téhéran est le seul pays non doté de l'arme nucléaire à enrichir l'uranium à 60%, bien au-delà de la limite autorisée par l'accord de Vienne de 2015, duquel les États-Unis se sont retirés sous Donald Trump. Aujourd'hui, alors que le climat régional est plus instable que jamais, l'Iran n'écarte pas la reprise du dialogue, mais sous conditions. Ismail Bagaï insiste: nous avons négocié de bonne foi, mais on ne peut pas dialoguer sous les bombes. Alors que la pression militaire russe s'intensifie, Donald Trump annonce la livraison de systèmes de défense anti-aérienne Patriot à Kiev et reçoit le nouveau secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. En parallèle, Washington envisage un renforcement majeur des sanctions contre la Russie. Un nouveau tournant dans le soutien américain à l'Ukraine. Donald Trump annonce l'envoi de systèmes Patriot, ces missiles anti-aériens cruciaux pour la défense de Kiev. Le président américain a confirmé: nous allons leur envoyer des patriotes, je n'ai pas encore décidé du nombre, mais ils en ont désespérément besoin. Ces livraisons feront partie d'un accord inédit avec l'OTAN. Les États-Unis fourniront les armes, l'Alliance en financera l'achat. Dans le même temps, l'émissaire américain Keith Kellogg est arrivé à Kiev pour soutenir la coordination avec les autorités ukrainiennes. Depuis plusieurs semaines, les frappes russes s'intensifient. Le président Trump se dit déçu par Poutine, dont il dialogue la politique machiavélique en disant: il parle gentiment, puis bombarde tout le monde le soir. En parallèle, la pression monte aussi sur le plan économique. Donald Trump pourrait annoncer une nouvelle salve de sanctions contre Moscou. Le sénateur Lindsey Graham propose des droits de douane de 500% contre tout pays soutenant la guerre russe.
Pour le président ukrainien, ces nouvelles initiatives américaines pourraient rapprocher la paix. Mais sur le terrain, la guerre continue de faire rage. L'Ukraine attend des actes, pas seulement des promesses. C'est le 14 juillet. La France célèbre son armée sous le signe de la puissance et de la gravité. Face à un monde plus brutal, selon son expression, Emmanuel Macron a présidé un défilé du 14 juillet marqué par une démonstration de force militaire et la promesse d'un budget de défense accru. À Paris, la fête nationale met à l'honneur une armée prête au combat alors que les menaces sécuritaires se multiplient en Europe et au-delà. Paris, 14 juillet. Emmanuel Macron descend les Champs-Élysées pour célébrer une fête nationale pas comme les autres. Cette année, le ton est grave. La France fait face à un monde plus brutal, dit le chef de l'État. Avant le défilé, le président français a ravivé la flamme du soldat inconnu à l'occasion du centenaire du Comité de la Flamme et du Bleuet de France, symbole de mémoire et de solidarité avec les anciens combattants. Sur le plan militaire, la France muscle sa défense. Le budget des armes va atteindre 64 milliards d'euros en 2027, presque le double par rapport au début du premier mandat de Macron. La revue stratégique évoque un risque élevé de guerre de haute intensité en Europe d'ici 2030, impliquant la France et ses alliés. Emmanuel Macron affirme « Pour être libre, il faut être craint, et pour être craint, il faut être puissant ». Sur l'avenue des Champs-Élysées, l'armée française a mis en avant sa crédibilité opérationnelle. 7000 hommes et femmes, 65 avions, 247 véhicules et des démonstrations de force impressionnantes. Partenaire d'honneur cette année, l'Indonésie. Plus de 450 militaires indonésiens ont ouvert le défilé aux côtés de la patrouille de France, illustrant le partenariat stratégique entre Paris et Jakarta dans l'Indo-Pacifique. Autre message fort, la rapidité de déploiement. En cas de crise, la France affirme pouvoir mobiliser une brigade en 10 jours et une division complète en 30 jours. En pleine recomposition des équilibres mondiaux, le 14 juillet 2025 marque une France en alerte, résolue à peser sur la scène internationale. En Lituanie, la fonte de la banquise en mer Baltique pousse les phoques gris vers une extension silencieuse. Dans le port de Klaipėda, un centre de convalescence lutte pour leur survie. Grâce à des scientifiques passionnés, des dizaines de jeunes phoques retrouvent chaque année leur liberté, malgré la pollution, la surpêche et les dangers du changement climatique. Sur les rives de la mer Baltique, c'est un nouveau départ. 9 jeunes phoques gris, élevés en captivité, regagnent enfin leur habitat naturel. Ils sont nés sans glace dans une Baltique qui se réchauffe. Le centre de Klaipėda les a recueillis et soignés. En mer, à peine 5% de leurs semblables survivent. Avec la disparition des glaces, les mères sont contraintes de mettre bas sur la terre ferme où elles perdent souvent leurs petits au milieu de la colonie. Depuis 1987, Arūnas Grūsas s'occupe de ces orphelins. Ce biologiste a sauvé ses premiers phoques dans un simple bureau avant de créer un centre unique dans la région. Victimes de la chasse, des pesticides et de la pollution, les phoques gris ont failli disparaître. Leur nombre était tombé à moins de 5000 dans les années 80. Aujourd'hui, les menaces restent nombreuses. Surpêche, pollution et filets côtiers dans lesquels les phoques s'asphyxient. Et le poisson, lui, se fait rare. Équipés de GPS, la plupart rejoignent les eaux poissonneuses autour de Gotland. D'autres hésitent encore, tentés de suivre le bateau vers le port en quête de repères. Avec une vie consacrée aux phoques, Arūnas Grūsas prend sa retraite. Un combat s'achève, mais pour les phoques gris de la Baltique, la lutte ne fait que commencer. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.